Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental, le projet de loi de finances pour 2025. Présenté comme une nécessité pour redresser les finances publiques de la France, il est pourtant perçu par beaucoup comme une forme d'austérité déguisée. Je vais affirmer mon point de vue tout au long de cette vidéo. Ce texte n'est pas un simple ajustement financier, mais bien une attaque contre les services publics et les plus fragiles. Est-ce vraiment cela le chemin à suivre pour sortir de la crise? Nous allons disséquer ensemble chaque aspect de ce projet de loi, comprendre ses enjeux, ses objectifs réels et surtout les conséquences sur la société française. Si le gouvernement justifie cette loi par une nécessité de contenir le déficit public, il est essentiel de se demander à quel prix. À la fin de cette vidéo, je vous inviterai à partager votre opinion car c'est ensemble que nous pourrons construire une analyse critique et proposer des solutions alternatives. Dans cette partie 1, on va évoquer le cadre économique et financier de 2025 et on peut considérer que ce soit une crise réelle ou finalement exagérée. Le projet de loi de finances 2025 est présenté dans un contexte de crise économique mondiale. La pandémie de 2020, la guerre en Ukraine et la crise énergétique de 2022-2023 ont fortement impacté les économies européennes et le gouvernement avance que le redressement des finances publiques est aujourd'hui une priorité absolue. Mais est-ce vraiment le cas? Et surtout, est-ce que les mesures proposées sont les bonnes? Le gouvernement parle de nécessité de réduire le déficit public, qui est prévu à 6,1 du PIB en 2024. En effet, la dette publique continue de croître et atteindra près de 115% du PIB en 2025, selon les prévisions du ministère des Finances. Mais est-ce que la dette publique est réellement un problème urgent? Pour beaucoup d'économistes, la réponse est plus nuancée. Le Fonds monétaire international, par exemple, considère dans un environnement de taux d'intérêt bas que la dette n'est pas forcément un danger immédiat à condition qu'elle serve à financer des investissements productifs et non à combler des déficits structurels. Pourtant, le gouvernement a choisi une voie différente. Plutôt que d'investir massivement dans l'avenir et la transition écologique, il décide de réduire les dépenses publiques et d'augmenter certaines recettes fiscales tout en maintenant des niches fiscales avantageuses pour les plus riches. Est-ce vraiment cela le redressement? Avant de parler de redressement, revenons un instant sur les décisions qui nous ont menés ici. En 2017, le gouvernement a fait des choix fiscaux discutables. On pense notamment à la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune et à la mise en place de la flat tax. Des décisions qui ont coûté plusieurs milliards d'euros aux caisses publiques chaque année. Selon l'Institut des politiques publiques, la suppression de l'ISF a coûté 3,2 milliards d'euros par an depuis 2018. À cela s'ajoutent des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, avec la baisse progressive de l'impôt sur les sociétés qui passe de 33,33% à 25% en seulement quelques années. Ces choix sont-ils justifiables dans un contexte où l'on demande aujourd'hui à tous les citoyens, y compris les plus modestes, de participer au redressement? La dette publique est souvent utilisée comme un épouvantail, mais il est important de comprendre que sa gestion dépend largement des priorités politiques. Prenons l'exemple des pays scandinaves qui investissent massivement dans les services publics tout en maintenant une dette publique sous contrôle. Le Danemark, la Suède et la Norvège ont des taux d'endettement relativement bas, mais ils n'ont jamais sacrifié leurs services sociaux pour autant. Au contraire, ces pays sont parmi les plus égalitaires du monde. Pourquoi la France ne pourrait-elle pas s'inspirer de ce modèle au lieu de suivre des politiques d'austérité qui ont montré leurs limites? Dans cette partie 2, on va évoquer la réduction des dépenses publiques. Est-ce une austérité déguisée? Entrons maintenant dans le vif du sujet. La réduction des dépenses publiques. Le projet de loi prévoit de réaliser 40 milliards d'euros d'économies en 2025. Cela représente un effort colossal qui sera supporté principalement par l'État, mais également par les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale. Ce que le gouvernement appelle maîtrise de la dépense publique ressemble étrangement à une cure d'austérité malgré les promesses répétées du contraire. L'un des secteurs les plus touchés par cette réduction de dépenses publiques serait celui des services publics. Prenons l'exemple
du secteur de la santé. Après des années de sous-investissement, la crise sanitaire a révélé les failles béantes de notre système de santé. Pourtant, au lieu de renforcer ce secteur vital, le gouvernement choisit de maintenir les dépenses de santé quasiment stables, avec une augmentation de seulement 0,6% en 2025, bien en deçà des besoins réels. Selon un rapport récent de la Fédération hospitalière de France, près de 20% des services d'urgence sont en situation de saturation chronique, et ce, malgré les promesses de renforcement faites par le gouvernement lors de la crise du Covid. Les personnels de santé sont à bout de souffle, les infrastructures sont vétustes et les délais pour obtenir une consultation en hôpital public se comptent souvent en mois. Cette situation est symptomatique de la mauvaise gestion des priorités budgétaires. Au niveau de l'éducation, qui est un autre secteur fortement impacté, la suppression des postes dans l'enseignement se poursuit, avec 2000 postes supprimés en 2025, dans un contexte où les classes sont déjà surchargées, où les conditions de travail des enseignants se dégradent. Ces coupes risquent de fragiliser encore davantage notre système éducatif. Il est bon de rappeler qu'en Finlande, souvent cité comme un modèle en matière d'éducation, l'État investit massivement dans les enseignants et les infrastructures scolaires, avec des résultats impressionnants sur les performances des élèves. Pourquoi la France ne pourrait-elle pas faire de même? Autre cas, la Grèce et le Portugal. Si vous avez des doutes sur les conséquences de ces politiques d'austérité, il suffit de regarder vers ces pays. Après la crise de la dette de 2008, ces pays ont subi des coupes drastiques dans leurs dépenses publiques, dictées par les exigences de la Troïka, c'est-à-dire de l'Union européenne, de la BCE, du FMI. Résultat, des services publics dévastés, des taux de chômage records et une croissance anémique pendant des années. La France est-elle prête à subir les mêmes conséquences pour suivre le même chemin? L'autre volet du projet de loi concerne l'augmentation des recettes fiscales. Le gouvernement prévoit de lever 20 milliards d'euros supplémentaires grâce à des contributions fiscales exceptionnelles sur les grandes entreprises et les ménages les plus riches. Mais cette mesure, bien qu'elle semble juste en apparence, mérite d'être scrutée de plus près. Ces contributions sont présentées comme temporaires, ce qui signifie qu'une fois la crise passée, elles disparaîtront. Cela soulève une question fondamentale. Après ces quelques années, qui paiera pour la poursuite du redressement? Probablement pas les grandes entreprises ni les ultra-riches, mais bien les classes moyennes, encore une fois. Il est intéressant de noter que le projet de loi ne s'attaque que très peu aux niches fiscales, qui coûtent pourtant chaque année plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'État. Une étude de l'Institut des politiques publiques montre que les niches fiscales profitent essentiellement aux 10% des ménages les plus riches, qui captent à eux seuls près de 60% de ces avantages fiscaux. Pourtant, le projet de loi ne prévoit qu'une réduction minime de ces niches. Est-ce que la justice fiscale promise par le gouvernement? Je ne pense pas. En ce qui concerne les grandes entreprises, le gouvernement prévoit une taxe exceptionnelle sur celles réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Mais cette taxe, bien qu'elle soit une avancée, reste faible comparée aux besoins réels de financement de l'État. Une enquête récente montre que les entreprises du CAC 40 ont vu leurs bénéfices augmenter de plus de 60% depuis 2020, notamment grâce à des exonérations fiscales et des aides publiques. Pourtant, elles ne sont légèrement mises en contribution dans ce projet de loi. Pourquoi ne pas demander un effort plus conséquent à ces secteurs majeurs de l'économie? Et que dire des petites et moyennes entreprises? Celles-ci, souvent présentées comme le moteur de l'économie française, continuent de souffrir d'une fiscalité lourde. Elles ne bénéficient pas des mêmes exonérations que les grandes entreprises, et pourtant soumises aux mêmes contraintes administratives et réglementaires. La situation des PME illustre parfaitement l'injustice du système fiscal actuel. Ce sont celles qui créent de l'emploi et de la richesse localement qui payent le prix fort. Dans cette partie 4, on va voir l'impact sur les collectivités territoriales, qui semble un effort démesuré. Les collectivités locales, souvent présentées comme un acteur majeur du développement territorial, et à juste titre, elles sont responsables de nombreux services publics de proximité. Gestion des écoles, entretien des routes, développement des infrastructures locales, et ainsi de suite. Pourtant, le projet de loi de finances 2025 leur demande un effort considérable.
à hauteur de 5 milliards d'euros, soit 12,5% d'effort total. En 2024, les collectivités ont vu leurs dépenses augmenter de manière significative, notamment en raison des investissements nécessaires dans les infrastructures locales. Les dépenses réelles d'investissement ont bondi de 10,8% par an. Pourtant, ce projet de loi prévoit de geler les dotations de l'État aux collectivités locales et d'imposer des coupes budgétaires dans des secteurs cruciaux comme l'éducation et les infrastructures. Prenons l'exemple des petites communes rurales. Elles sont particulièrement dépendantes des dotations de l'État pour financer leurs projets de développement. En gelant ces dotations, le gouvernement risque d'aggraver la fracture territoriale déjà marquée entre les grandes métropoles et les zones rurales. Comment peut-on garantir une égalité des services publics si les communes rurales sont laissées à l'abandon? Selon une étude de l'INSEE publiée en 2023, elle montre que près de 20% des communes rurales ont perdu l'accès à au moins un service public de proximité au cours des 5 dernières années, que ce soit une école, une poste ou un centre de santé. Ce phénomène de désertification des services publics est inquiétant. Et avec les coupes budgétaires prévues dans ce projet de loi, il ne fera que s'aggraver. Autre point, c'est la transition écologique et la fiscalité verte. Est-ce une priorité? Le projet de loi de finances 2025 inclut également un volet dédié à la transition écologique, avec une augmentation des taxes sur les véhicules polluants et une révision des incitations fiscales pour favoriser les comportements plus respectueux de l'environnement. Mais là encore, la question d'équité se pose. Le gouvernement prévoit de renforcer les malus écologiques sur les véhicules les plus polluants, avec une taxation accrue pour les véhicules dépassant un certain seuil d'émissions de CO2. Cela semble logique dans un contexte de lutte contre le changement climatique, mais à qui ces mesures profitent-elles vraiment? Les ménages urbains qui ont accès à des alternatives de transport comme le métro, le bus ou le vélo ne seront que très peu affectés. En revanche, les ménages ruraux, pour qui la voiture est souvent indispensable, seront frappés de plein fouet. Une étude de l'INSEE montre que les ménages ruraux dépensent 30% de plus en carburant que les ménages urbains. Comment justifier une telle inégalité dans l'application de ces taxes? En partie 6, on va évoquer la dette publique et sa gestion. La vraie raison de la rigueur budgétaire, la dette publique est souvent présentée comme une cause principale des restrictions budgétaires imposées par le gouvernement. En 2025, la dette de la France devrait atteindre 115% du PIB, un chiffre alarmant, nous dit-on, et qui justifierait les efforts de réduction des dépenses publiques. Mais est-ce vraiment le cas? Dans cette partie, nous allons explorer la gestion de la dette publique et les alternatives possibles à l'austérité. L'augmentation de la dette publique française s'explique principalement par deux facteurs: les conséquences économiques de la pandémie du Covid-19 et la crise énergétique. Pendant la pandémie, le gouvernement a dû financer des mesures d'urgence, comme les subventions salariales, les aides aux entreprises et le soutien aux services publics. Ensuite, la crise énergétique de 2022-2023, déclenchée par la guerre en Ukraine, a engendré une inflation galopante, obligeant le gouvernement à subventionner massivement les coûts de l'énergie pour les ménages et les entreprises. Cependant, il est important de noter que ces dépenses exceptionnelles ont été temporaires. La France, comme de nombreux pays, ont contracté des dettes pour éviter une récession profonde. Mais ces dettes, si elles sont bien gérées, ne sont forcément dangereuses. De nombreux économistes, comme ceux de la Banque de France, estiment que la France aurait pu investir davantage dans des projets d'infrastructure et de transition écologique plutôt que de réduire les dépenses. Prenons l'exemple du Japon. La dette publique du Japon est l'une des plus élevées au monde, atteignant près de 260% de son PIB en 2025. Pourtant, le Japon n'a pas choisi de pratiquer l'austérité. Au contraire, le pays continue d'investir dans des infrastructures massives, des projets technologiques ou une transition écologique ambitieuse. Alors pourquoi la France, avec une dette bien inférieure, se précipite-t-elle dans l'austérité? Cela soulève la question des choix politiques. L'austérité n'est pas une fatalité, mais un choix. La France aurait pu choisir une autre voie. Une autre question essentielle est celle de l'impact de la dette sur la croissance économique.
Le gouvernement nous explique que la dette doit être réduite pour libérer les finances publiques et encourager la croissance. Pourtant, plusieurs études économiques montrent que les réductions de la dépense publique en période de faible croissance peuvent en réalité aggraver la situation. L'écologiste Joseph Stiglitz, prix Nobel de l'économie, souligne que la réduction des dépenses publiques dans l'infrastructure dans les économies en difficulté peuvent entraîner un cercle vicieux. Moins d'investissement public, moins de croissance et donc une plus grande difficulté à rembourser la dette. La France, en choisissant la rigueur budgétaire, risque de compromettre ses perspectives de croissance pour les années à venir. Il est également intéressant de se pencher sur les réformes structurelles qui auraient pu être entreprises pour gérer la dette de manière plus équilibrée. Par exemple, une réforme fiscale ambitieuse avec une vraie révision des niches fiscales et une imposition plus juste des multinationales aurait pu dégager des ressources importantes pour financer la transition écologique et la modernisation des infrastructures publiques. Le rapport de l'OCDE de 2024 recommande d'ailleurs à la France d'élargir l'assiette fiscale en supprimant certaines exemptions injustifiées, ce qui permettrait de récupérer des milliards d'euros chaque année. Pourtant, ce projet de loi de finances ne contient aucune mesure fiscale majeure de ce type. En partie 7, on va évoquer la réforme des retraites et son impact dans les finances publiques. La réforme des retraites est un autre pilier du projet de loi de 2025. Le gouvernement justifie cette réforme par la nécessité de contenir le coût de retraite, qui représente aujourd'hui près de 14% du PIB français. Mais est-ce que cette réforme est vraiment nécessaire? Et surtout, est-elle juste? L'une des mesures phares de cette réforme est le report de l'indexation des pensions. Concrètement, cela signifie que les retraites ne seront plus revalorisées en fonction de l'inflation pendant une période donnée. Cela peut sembler anodin, mais cette mesure aura un impact direct sur le pouvoir d'achat des retraités, en particulier ceux ayant les pensions les plus modestes. En France, le taux de pauvreté chez les personnes âgées est relativement bas, comparé à d'autres pays européens, notamment grâce à un système de retraite relativement généreux. Cependant, cette réforme, avec ce taux de risque d'augmenter fortement. En gelant ou en retardant l'indexation des retraites, on risque de pousser des milliers de retraités supplémentaires sous le seuil de pauvreté. En Allemagne, une réforme similaire a été mise en place dans les années 2000. Les retraités ont vu leur retraite gelée et l'âge de départ a été reculé, dans le but de réduire le coût du système de retraite. Résultat, le taux de pauvreté des retraités allemands a augmenté de plus de 5 points en l'espace de 10 ans. Aujourd'hui, l'Allemagne doit faire face à une hausse des inégalités parmi les retraités, avec de plus en plus de personnes âgées qui dépendent de plus en plus de l'aide sociale pour survivre. Est-ce là l'avenir que nous souhaitons pour la France? Il existe pourtant des alternatives à cette réforme des retraites. L'une d'elles serait d'augmenter les cotisations de retraite des plus hauts revenus. Pourtant, les cotisations sont plafonnées à un certain seuil, ce qui signifie que les revenus au-delà de ces seuils ne sont pas soumis à cotisation. En supprimant ce plafond, l'État pourrait dégager des ressources supplémentaires pour financer les retraites, sans avoir à toucher aux pensions des retraités les plus modestes. Une étude de la Banque de France a également montré que les retraités jouent un rôle essentiel dans l'économie locale, notamment dans les zones rurales et périurbaines. En réduisant leur pouvoir d'achat, on risque de freiner la consommation locale, ce qui pourrait avoir des répercussions économiques importantes sur les petites entreprises et le commerce de proximité. C'est un aspect souvent ignoré des réformes, mais qui pourrait avoir un effet boule de neige sur l'économie locale. Enfin, on va évoquer en partie 8 le poids des lobbies dans la politique fiscale française. Nous devons aussi parler du rôle des lobbies dans la rédaction de ce projet de loi finance. De nombreux observateurs critiquent l'influence des grandes entreprises économiques et financières sur les décisions finales du gouvernement. Comment expliquer autrement le maintien de certaines niches fiscales qui profitent principalement aux plus riches, tandis que l'on demande à la majorité des citoyens de se serrer la ceinture? La suppression de l'impôt sur la solidarité de la fortune en 2018 est un exemple frappant de cette influence. Cette décision, qui a largement profité aux ménages les plus aisés,
a été soutenu par des lobbies puissants, en particulier ceux de la finance et de l'immobilier de luxe. Pourtant, de nombreuses études ont montré que l'impact de l'ISF sur l'évasion fiscale était relativement faible et que sa suppression n'avait pas eu les effets attendus sur l'investissement. Une autre étude de l'Observatoire des multinationales a relevé que plus de 80% des niches fiscales profitent aux plus grandes entreprises et aux ménages les plus riches. Ces niches, souvent représentées comme des mesures de soutien à l'économie, sont en réalité des fruits de longues années de lobbying de la part des groupes d'intérêt. L'un des exemples les plus frappants est celui du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui a coûté 20 milliards d'euros par an à l'État français sans produire les effets escomptés sur l'emploi. En conclusion générale, est-ce que le projet de loi de finances 2025 est-elle la voie du redressement ou de l'austérité? Après cette analyse, pour ma foi, approfondie du projet de loi de finances 2025, il apparaît clairement que ce texte n'est pas un simple plan de redressement des finances publiques. Il s'agit avant tout d'une politique d'austérité déguisée, qui frappe les services publics, les classes moyennes et les plus vulnérables, tout en épargnant largement les grandes entreprises et les ménages les plus aisés. Ce choix de rigueur budgétaire n'est pas une fatalité, des alternatives existent, comme l'ont montré plusieurs pays, mais elle nécessite une volonté politique forte, et il est encore temps de corriger le tir et de proposer des réformes fiscales plus justes qui s'attaquent réellement aux inégalités et permettent de financer les investissements nécessaires à la transition écologique et la modernisation de nos infrastructures. Je vous invite à partager vos commentaires sur ce projet de loi. Pensez-vous qu'il s'agit d'un redressement nécessaire ou d'une austérité déguisée? Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres analyses approfondies comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un prochain épisode.